c'est quand même facile un braquage. Toi, tu es armé, les gens ne sont pas armés. Ça fait 20 ans de prison? Ouais. Mais moi, la prison, je ne la regrette pas. C'est là que je perds ma première femme. Je n'ai encore les larmes aux yeux, tu vois. Et je deviens comptable. De la prison? De la prison, du bâtiment Saint-Joseph. Donc, on est une dizaine de comptables, là. Et moi, je m'occupe du bloc I. Le bloc I, où il y a... Klaus Barbie. Klaus Barbie. À la bœuf, c'était à peu près 150 kilos par mois, à 5 000 € le kilo. Moi, je ne veux pas de réduction, je ne veux pas de bracelet, je veux rien. Je sors parce que je sais que le lendemain, je continue. Lui, il me raconte comment ils ont tué Marc-Henri. Il me faut mon argent. Il n'y a pas d'argent, il l'a tué. La vraie histoire, c'est la vraie histoire. Et je dis au président là-bas, il y a quand même des choses à faire ici en Afrique. Il me dit en Afrique, il n'y a plus rien à faire. Honnêtement, ça faisait partie vraiment de la mafia. Tu sais, on fait tous des fautes. Et donc là, du coup, tu as arrêté? Voilà, on va dire, joker. Aujourd'hui, je reçois Pierre Ferrand, dit Pierrot le jockey dans le milieu. Pierrot, ça va être compliqué de résumer parce qu'il nous a tout fait. Il a démarré dans les courses truquées, il nous a fait les cigarettes, la contre-vente de cigarettes, une grosse partie de sa vie, des braquages, le chichon. On a à peu près tout résumé là, Pierrot? En gros. Bon, on va attaquer. Alors Pierrot, toi, tu as un parcours un peu particulier parce qu'au départ, pas d'histoire de voyou, pas d'histoire de délinquance, plutôt une histoire de cheval. Voilà, raconte-nous un petit peu comment moi, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai touché à tout. Tu es originaire d'où d'ailleurs? Je suis originaire de l'Île-sur-Sorgue. L'Île-sur-Sorgue, ça c'est dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Et tout petit, mes parents sont partis vivre au Lavandou. Donc j'ai vécu au Lavandou là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. À 6 ans, mes parents m'ont mis chez des gens parce que... il y avait un problème à la maison, tout ça, et il ne fallait pas que je sois au milieu, donc on m'a mis chez des gens de 6 ans à 11 ans. Une famille d'accueil. Une famille d'accueil, une famille formidable, jamais de coups, jamais rien, comme leurs enfants, c'est parfait, mais c'était pas ma famille. Moi, l'école, non. L'école, pas du tout, ça ne me convient pas. Et de là, mes parents sont partis à Paris, et puis ils m'ont fait revenir. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de lui? L'école l'a lâché, ou c'est lui qui a lâché l'école, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et dans l'immeuble où j'habitais, il y avait un propriétaire de chevaux de course qui s'appelait Georges Chemoul, et qui dit à mes parents, mais tout petit comme il est, pourquoi vous ne le mettez pas comme apprenti jockey? Et je suis rentré apprenti jockey à Maison Lafitte, chez Bernard Sécli, qui est devenu plus tard l'entraîneur de première, quoi. Alors qu'à l'époque, il débutait lui aussi. Et bon, je me suis pas mal débrouillé, j'ai commencé à gagner des courses, ça allait très bien. J'étais quand même connu pour pas être sérieux, tu vois. C'est-à-dire que je montais très très bien. Et mon entraîneur, il me donnait plus des bons chevaux, tu vois. Il me donnait des chevaux que personne ne voulait, quoi, tu vois. Mais j'arrivais à gagner des courses, à des grosses cotes. Et à l'époque, tu te rappelles, il y avait Patrick Desmoutis. Alors Patrick Desmoutis, c'est un mec, à l'époque, qui avait trouvé comment pour le tiercé. C'était le tiercé à l'époque, il n'y avait pas de quintet, il y avait tout ça. Donc le secret des courses truquées. Parce que c'était la grande mode dans les années 70, les courses truquées. Voilà, Pierre Coste, des gens comme ça qui ont perdu leur licence et des trucs. Le prix Bride abattu, ça a été une fumisterie pas possible. Oui, c'était un gros scandale de l'époque, le scandale prix de courses truquées. Mais en réalité, c'est tout bidon, hein, je te dis tout de suite. Le secret des courses, c'est pas le cheval, que tu saches qui va gagner, c'est savoir ceux qui ne vont pas gagner. C'est-à-dire que si tu as 10, 12 partants et que tu sais qu'il y en a 5, 6 qui ne seront pas à l'arrivée, parce qu'on les prépare pour une autre course. Et dans ces 5-6, si tu arrives à choper un jockey qui est favori, de lui filer le double de ce qu'il va gagner, le mec il finit 4e, tu vois. Oui, il fait exprès de ne pas se placer. Si tu as un cheval qui est trop bon, tu manques le départ. Si tu as un cheval qu'il faut partir devant, ben, tu pars derrière. Tu peux toujours dire à ton entraîneur que tu as manqué le départ. Tu vois, si tu as un qu'il faut attendre, ben, tu pars plus vite. Les courses truquées, donc il y a des mecs qui viennent te voir, comment ça marche? Voilà, des mecs qui viennent me voir, qui me disent, bon, tu montes telle course, tu rentres pas dans les 4 premiers. Et à l'époque, c'était moins d'argent que maintenant quand même. Hein. Et puis ils te filaient l'enveloppe. Et là, tu finissais 4e ou 5e, tu vois. Même si tu pouvais gagner, tu t'en fous de la gagne. Tu vois. Tu redonnais le machin. Ou tu vas à contresens, tu vois. Ou tu pars trop tard, ou tu pars trop tôt, tu te fais enfermer. Il y a toujours quelque chose. Mais le roi de la magouille, c'était Jean Massard. Même à 5 partants, il réussissait à se faire enfermer. Et c'était le plus fort. Enfermer, c'est bloqué par les autres chevaux. Tu restes à la corde, tu peux pas passer. Et quand tu peux passer, tu viens, c'est trop tard, t'es battu. Et arrive le moment où je fais une rencontre au Cercle de l'Opéra. Ça, c'est le grand cercle de jeux corse de l'époque. Voilà. Et je suis là, et j'arrive, et je me mets à la table de baccarat. Et il y a un mec qui est là, et qui se met à jouer contre moi. Mais il perd. Jamais il gagne.
Arrive la fin de la partie, on va manger. Tu sais, à l'époque, on mangeait gratos, tu vois. Ouais, pour que les gens continuent de pour jouer, que les ils gens t'offrent viennent, à tu vois. manger et tout. Ouais. Au serveur, j'ai dit, fais-lui porter une bouteille de champagne quand même. Et le mec, il lui dit non, mais il veut la boire avec toi. Il vient, on boit le champagne, tout ça. Puis le mec, il me dit, ah, quand même, quelle chance t'as eu aujourd'hui, quand même, machin, comme ça. Mais je vois que le mec, je le sens pas, le mec. Je sens qu'il veut m'emmener faire une autre partie quelque part. Pour me dire, attends, là, on va te le prendre, tu vois. Parce que si tu tombes dans une partie qui est pourrie, t'es mort. Hein. Ouais, il se dit, lui, on va le pigeonner. Lui, on va le pigeonner, comme ça, machin. Et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas? Je dis, moi, je suis jockey, comme ça. Ah, mais moi, je suis fondé du pouvoir de Pierre Pharaon, des banques Pierre Pharaon au Liban. Et on a notre jockey, il a eu un accident. Tu voudrais venir au Liban et tout ça? Et moi, comme ici, j'étais un petit peu... Commence à être grillé comme jockey. C'est grillé, tu vois. Et je dis, bah oui, moi, ça m'intéresse. Et je suis parti au Liban, comme ça. Donc, tu as été faire le jockey au Liban? Je suis allé faire le jockey au Liban, là-bas. J'ai gagné les courses en voiture, voilà. Jusqu'à avoir truqué les courses, là-bas. Il y avait une mafia des courses. Et là-bas, les chevaux qui étaient favoris, mais grands favoris, la direction des courses, ils les mettaient hors pari. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas les jouer. C'est-à-dire que dans la course, ils n'existaient pas. Oui, d'accord. S'ils gagnaient, tant mieux pour le jockey, pour le jockey, le propriétaire, ouais. pour l'écurie. Mais le vrai gagnant pour les parieurs, c'était le deuxième. Ouais, en tout cas, les mecs hors favoris, parce que sinon, c'était trop couru d'avance, en gros. C'était trop couru d'avance, tu vois. Et on a truqué les courses comme ça. Ah, comment tu truquais? Eh ben, on les retenait, hein. Ah oui, le même principe, t'as Même commencé. principe. Parce que là-bas, jusque-là, ils truquaient pas. Ben si, ils truquaient bien, mais ils n'ont pas attendu que j'arrive. Hein. Moi, au départ, j'étais pas dans le coup, c'est après que je suis rentré dans le coup. Ah oui, quand tu parles de mafia des courses, tu as réussi à incruster le truc. C'est pas que j'ai réussi, c'est qu'ils m'ont fait presque de force, tu vois. Ah, comment? Alors vas-y, raconte comment ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les mecs, ils te disent, tu marches avec nous Ou tu cours plus. ou ça va pas le faire, hein, ou tu courras plus. C'était quoi le profil de la mafia des courses, là, des mecs? C'était quoi? Tu sais, c'est des affairistes, hein. Parce qu'ils redonnaient de l'argent, il y avait des camps palestiniens, tu sais. Et les gens qui s'occupaient des chevaux, c'est beaucoup des Palestiniens. À l'époque, les Palestiniens étaient rentrés au Liban. Oui, il y avait plein de camps de réfugiés palestiniens. Il y avait plein de Palestiniens, tout ça, qui étaient là, tu vois. Et il fallait leur donner une petite dîme, quoi. Oui, il y a un petit impôt à payer. Au passage, un petit impôt. Et c'est rentré là-dedans. Un jour, j'avais une jument, là, que je gagnais toutes les courses avec, quoi, tu vois. Je montais, j'ai gagné. Et elle était toujours hors des paris. Et Elle était favori. Elle était favori, hors des paris. Je montais, je gagnais. Tu serais monté dessus, tu aurais gagné pareil. Bon, peut-être pas moi, mais... Ouais. Non, mais... Et puis tout d'un coup, je suis dessus, et je passe devant le panneau des cotes, et je vois, elle n'est pas hors des paris. Et je dis au-delà, d'à côté, je dis, qu'est-ce qu'elle a eu, la jument, là? Elle avait une grosse tache sur le côté, picouse. Ils y ont piqué avec un sédatif pour la rendre... Ah oui, pour le truc comme ça. Moi, quand je suis là-bas, je défais la sangle, et je dis, dès que je sors des boîtes, je tombe, l'affaire est réglée. Parce qu'il a piqué, alors c'était quoi la manip contre toi? C'est qu'il voulait m'éliminer. Ah, il voulait te dégager du truc. Il voulait me dégager. Elle est pariable. Si elle n'est pas là, il va dégager. Ok. Et tout de suite, ils vont me dire, hop, il a tiré la jument, ils vont dégager. Et moi, pour ne pas rentrer dans ce système, je dis, ben, je vais tomber, c'est mieux. Tu vois, effectivement, je sors, je tombe. Réglé. Bon, ils avaient vu à la caméra que j'avais défait la selle. Donc j'ai été mis hors des... tout de suite interdit de champ de course, machin, la totale, tu vois. Et je fais mon service militaire. Voilà, 50 kilos, tu fais le service militaire, quoi, tu vois, un petit peu. Et là, quand j'étais avec jockey, j'étais parti courir en Corse et j'avais ramené des armes. Pourquoi je les ai ramenées, j'en sais rien. Et à l'armée, il y a un sergent qui est là, j'y en parle, je dis ça, il me dit, oh, moi, ça m'intéresse, je les achète, je les vends. Je les ai vendus une poignée de cerises, hein, rien du tout à l'époque. Malheureusement, ils vont faire un braco. Qui sait où vous avez eu les armes? C'est lui. Et je rentre en prison. Parce qu'on est dans quelle année, là? Dans les années 70, 69, 70. Et là, en rentrant en prison, je rencontre une personne qui s'appelle Perfetti, qui jouait aux courses. Antoine Perfetti. Antoine Perfetti. Il finissait une peine il avait à l'époque, c'était l'héroïne à l'époque. Il avait pris 5 piges. Le fameux Antoine Perfetti, qui est le premier qui te met, si j'ose dire, pour un ancien jockey, le pied à l'étrier. Lui, il me raconte comment ils ont tué Markovic. Ce Markovic, il est retrouvé en 1968 mort, enroulé dans une housse de matelas, dans une décharge du 78. Comme c'est le garde du corps, chauffeur, secrétaire d'Alain Delon, les spéculations commencent, le scandale médiatique arrive et on commence à creuser. On se dit que finalement, il essayait de faire chanter Alain Delon avec des photos plus ou moins licencieuses.
Là-dessus se greffe un scandale politique, où on dit aussi qu'il aurait fait des photos qui participaient à des parties fines, auxquelles aurait été mêlée la femme du Premier ministre de l'époque, Pompidou, etc. Donc une espèce d'histoire de chantage, on ne sait pas bien d'où ça vient, est-ce que c'est politique, est-ce qu'il a été tué par les services, est-ce que c'est Alain Delon qui l'aurait fait tuer pour éviter le chantage. Le premier type qui est accusé, c'est François Marcantoni, un Corse qui fréquente ce bar, l'imprévu, où tout le monde se retrouve pour jouer aux cartes. Bon. Le Antoine Perfetti, lui, il va t'avouer quelques années après, quand tu le fréquentes, en tout cas, il prétend détenir la vérité sur cette affaire, qui est toujours irrésolue officiellement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il te raconte lui? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Markovic vient jouer aux cartes. À force de se connaître, il propose qu'il a ça. Qu'il a quoi? Qu'il a de l'héroïne. À vendre. À vendre. Donc, il fait affaire avec Antoine Perfetti. Comme la marchandise, elle n'est pas... c'est rien, quoi. C'est de la merde. Perfetti a voulu se faire rembourser. Et l'autre, qu'est-ce qu'il rembourse? Il ne rembourse pas. Et ils ont profité de la partie chez Marcantoni. Qui, lui, est aussi un copain d'Alain Delon. Donc, tout ce petit monde est lié. Donc, et donc, à partir du moment où il se passe cette partie chez lui, il y a d'autres voyous qui y vont. Antoine met sur la table, bon, mais moi, il me faut mon argent. Il n'y a pas d'argent, il l'a tué. Ils l'ont enroulé dans cette housse de maths. Qui vient de chez Marcantoni. Et qui vient de chez Marcantoni. C'est pour ça que Marcantoni, il est accroché à cette affaire. Voilà, et qu'on va soupçonner ce Marcantoni d'avoir tué Markovic pour le compte d'Alain Delon pour les histoires de pseudo-chantage. Absolument. Donc, en fait, ça serait des affabulations. La vraie histoire, ce serait celle-ci. La vraie histoire, c'est la vraie histoire. Et quand je sors, effectivement, je monte à Pigalle, chez son pote qui s'appelait Louis Angès, qui avait un bar au 58 rue de la Condamine. Qui s'appelait L'imprévu. Et puis, bon, j'ai ma femme, tout ça, mais bon, à l'époque, tout le monde faisait un petit peu le proxénète, tu vois, comme ça. Parce qu'attends, à préciser, le bar, c'était pas le bar du coin de la rue, c'était un repère de voyous. Alors, c'était un repère de voyous, il n'y avait pas de clients, c'était que des voyous. C'était dans le 17e à Paris, au Batignolles, qui était à l'époque, alors maintenant c'est bobo et tout, mais à l'époque c'était malfamé. À l'époque, le Batignolles, tous les rades des Batignolles, c'était... Il y avait tout le milieu qui traînait. Tout le milieu était là. Alors le milieu, il était à deux endroits. Il était au Batignolles, et il était dans le 10e arrondissement. Rue de l'Échiquier, tout ça, là. C'était là que ça se passait, tu vois. Les Zemmour, eux, c'était au Faubourg. Et puis là, à l'époque, il y a Porte-Avions qui vient là. Michel Ardouin. Et il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Gros voyou de l'époque. Ouais, gros voyou de l'époque. Il me dit, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? J'ai dit, rien. Il me dit, bon, tu sais combien? Il me dit, j'y vais quand même, c'est ça. Il me dit, écoute, on a besoin de quelqu'un, tu viens avec nous? J'y vais. Et j'ai fait mon premier braco avec Michel Ardouin. Portave, il te fait monter sur une première affaire comme chauffeur. Après, tu les enchaînes. Raconte-nous un petit peu ça. Là, ouais. Ensuite, j'en ai fait d'autres avec Filali, qui a été tué par Génovèse. Claude Filali, le chinois. Ouais, tu vois, tous ces gens-là. Mais j'ai toujours été... J'ai pas fait partie d'équipe. J'ai été toujours un petit peu... intérimaire à droite à gauche. Intérimaire. Une fois que tu as mordu, que tu as vu qu'en réalité, c'est quand même facile un braquage. Toi, tu es armé, les gens ne sont pas armés. Tu pars déjà avec un avantage, tu vois. Bon, et puis à l'époque, il fallait savoir que tu poussais une porte, il n'y avait rien. Oui, il n'y avait pas de sas, il n'y avait pas de... Après, il y a eu les sas. Mais les sas, c'était de la rigolade, les sas. Toutes les agences, elles ont une sortie par derrière. On rentrait, le sas, tu le laissais où il était, le sas. Tu ressortais par derrière. Donc, on a tapé des agences, on a tapé la poste d'Aubervilliers 2 fois. Voilà, c'était vraiment facile. Maintenant, c'est plus difficile. Oui, puis il y avait de l'argent dans les banques. C'est la grande époque. Voilà. On a fait un fourgon postal un jour à l'époque. Mais à l'époque, le fourgon, il s'est garé, le mec est descendu, on y a sauté dessus. Tu vois, on a pris, on est parti. Ce que tu peux plus faire aujourd'hui, quoi. Donc tu fais ces braquages, puis il y en a un fatal. Alors, c'est une affaire de Créteil. Il y a Thiroux Marc, qui avait pris chez lui un mec qui était un peu à la rue, il s'appelait Le Mouton. Bernard Le Mouton. Qui était proxénète rue de Budapest à côté de la gare Saint-Lazare. Une belle balance quand même. Oui, qui a fini grosse balance. Et il nous balance. Mais moi, Le Mouton, il ne me connaît pas. Je l'avais rencontré à Fresnes, en passant comme ça. Et il ne me connaissait pas, mais le jockey. Toi, c'était son surnom dans le métier. Voilà. Tu penses. Broussard, le jockey. Robert Broussard, le patron de l'anti-gang. Robert Broussard, le patron de l'anti-gang. Alors, Broussard, on peut lui donner plein de mauvaises intentions sur cette chose, mais il n'était pas si mauvais que ça.
Robert Broussard, il a été connu parce qu'il avait ce collier de Ouais. barbe célèbre. Bon, et puis dans sur- l'affaire Mérine, dans l'affaire Mérine, bon, c'est lui qui est à la tête de là, l'opération là, où c'est Jacques pas- Mérine est tué porte de Clignancourt. là, c'est pas beau, là. C'est une fusillade comme ça. Il est exécuté au volant de sa C'est- voiture. C'est une exécution, quoi, je veux dire. Donc Robert Broussard, c'était la star de l'anti-gang, des C'était cow-boys la de star l'anti-gang à l'époque. de ouais. l'anti-gang. Le mouton balance Tirou et moi, il pète Tirou. Et puis moi, un jour ou l'autre, Pierrot le jockey, on va le choper. Et je fais une affaire à l'époque, je tape un fourreur, Pierre et Loulou, rue de Hauteville. Rue de Hauteville. Et là, pour rentrer, à côté, il y a un immeuble en réparation. Et là, on est rentré par l'immeuble en réparation, on est rentré par le haut. Bon, on avait les condés sur le cul, ils étaient en bas, ils nous attendaient. Tu vois. Et Donc tu es sorti avec tes fourrures. elle est sortie en courant, elle était là, elle était morte, quoi, voilà. Et là, direction Quai des Orfèvres, voilà. Et là, Broussard, il me dit, là, tu y es. J'ai dit, t'as pas gagné, tu verras. Et elle refusait de parler. Rien, pas un mot. J'arrive à la juge, elle me dit, ça, vous allez me le payer très cher. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de la sodomie, madame? Elle me dit, comment? J'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il faut aller un peu vous faire enculer. Donc la vengeance. À la vengeance, on est au placard, machin, il nous demande 20 ans quand même, le mec, là, hein, quand on passe. Hein. Mais moi, je suis sauvé par deux choses. Une, Tirou, il est accusé sur une affaire qu'il n'a pas pu faire parce qu'il était en prison, mais il a l'intelligence de ne pas dire qu'il était en prison. Ça arrive jusqu'aux assises, et aux assises, tout d'un coup, il dit, mais j'étais en prison, je ne peux pas avoir fait ça. J'étais en prison, suspension d'audience, on regarde, il était en prison. Déjà, ça fait un innocent. Hein. Ça fait un innocent. Et moi, quand on fait le braco, j'avais la fille en otage. Je la tenais en otage. Et elle avait une broche là, avec des diamants, des machins. Je dis, pendant que tu y es, donne-moi ça. Et la fille courageuse, elle me dit, non, mais moi, ça, je te le donne pas. Elle me dit, c'est à ma grand-mère, je te le donne pas. Et j'ai dit, alors cadeau. Et quand je passe donc aux assises, je m'étais fait rentrer une chaîne avec un gros médaillon. Et quand elle arrive à la barre, je prends le médaillon et je le mets comme elle l'avait ici. Et j'y fais ça. Elle me regarde, écoute bien. Il y a un flash qui est passé comme ça. J'ai vu dans ses yeux qu'elle me disait, là, c'est moi qui te tiens. Et elle se retourne au juge, elle dit, voilà, je suis formel, c'est pas lui. C'est beau. Et là, le proc, mais si c'est eux, mais on a les preuves que c'est eux, comment? Elle dit, écoutez, moi, monsieur, c'est moi qui ai été en otage. Je vous dis que c'est pas lui. Il nous demande 20 ans quand même, parce que pour le passé, tu vois, il y a d'autres choses. Il y a d'autres bracos qui n'ont pas été machinés. Et là, on est acquitté. Soulagement. Mais là, tu vois, c'est là que je perds ma première femme. Quand j'étais au placard, sur cette affaire, je lui ai dit, écoute, Martine, je t'ai pris ta jeunesse, je ne veux pas te prendre ta vieillesse. Vas-y, refais ta vie. Et elle ne voulait pas. Elle m'a dit, non. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai dit, allez, ne viens plus. Refais ta vie, sois heureuse. C'est beau, non? Je n'ai encore les larmes aux yeux, tu vois. Je suis sorti de là, j'ai refait des trucs, machin, je suis retombé, je suis parti, j'ai été à Poissy, j'étais à Clairvaux. La centrale de Poissy, la centrale de Clairvaux. C'était les grosses centrales de l'époque. Tu vois. Toi, tu sors de Clairvaux. Tu as fait quoi, 3 ans là? Ouais. Quand tu sors, tu te dis qu'est-ce que je vais faire? Comment tu arrives à... Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je rentre à Paris et puis je me mets à bricoler sur des trucs qui a tout simple. Hein. Et puis j'ai une affaire de chichon. J'ai une affaire de chichon que je dois descendre à côté de Montpellier. Et je me fais péter à Lyon. Avec quelques kilos de hache? 4 kilos de hache. Et je me reprends 4 ans. Pouf, rebelote. Alors, t'es resté combien de temps dehors? Rebelote. Mais après, il y a des confusions, tu sais, quand tu as plusieurs choses. Parce que là, t'es resté combien de temps dehors, entre Clairvaux et Lyon? 18 mois. Ouais, c'était très court. Ouais. Ouais, c'est court, tu vois. Et je tombe donc à Lyon, et je tombe dans la cellule de Jean-Paul Abateau. Voyou lyonnais. Lyonnais. Et il me dit, ouais, t'as un bon mec et tout, machin. Il dit, attends, moi je vais aller à la compta, je te fais venir à la compta. Et je deviens comptable. De la prison. De la prison, du bâtiment Saint-Joseph. Donc on est une dizaine de comptables là. Et moi je m'occupe d'un bâtiment et du bloc I. Le bloc I, où il y a... Klaus Barbie. Klaus Barbie, c'est un ancien de la Waffen-SS, un Allemand qui avait fait quand même des grosses saloperies de la Gestapo de Lyon, qui a torturé des résistants, déporté plein de gens, dont des enfants, etc. Donc, un salopard, inutile de le dire. Et ce type, il est arrêté des années après en Amérique du Sud, où il est réfugié, en Bolivie, extradé vers la France. Et en attendant son jugement à Lyon, il est au placard, donc au bloc I. Il est au placard, au bloc I. Et moi, j'ai une idée. Je prends ces bons, les bonnes cantines. Parce que c'est toi qui gères les bonnes cantines. C'est moi qui gère ces cantines. C'est des bons qui sont de diverses couleurs. Et puis tu coches les cases.
de ce que tu veux. Tu commandes la nourriture que tu Comment veux. la nourriture que tu veux. Alors un jour c'est des journaux, un jour c'est les trucs de toilette, un jour c'est autre chose, tu vois, je veux dire, voilà. Alors moi j'ai dit, je vais gagner des sous avec ça. Alors je prenais les bons, je recopiais sur un autre bon, je signais à peu près comme lui, tu vois, le machin, et le vrai bon, je le gardais. Et l'autre il partait aux archives, tu vois. Et je l'ai vendu à l'époque, je l'ai vendu au journal Le Meilleur. Les vrais bons, de dire, voilà, une semaine de Klaus Barbie en prison, tu vois. Oui, c'était pour vendre tes trucs aux médias. Pour vendre mes trucs aux médias que j'ai vendu à l'époque. Comment il s'appelait Le Meilleur Alain Ayache, C'est ça. le patron du journal Le Le Meilleur. patron du journal C'était Le un Meilleur. grand journal, enfin un grand journal, un journal un peu spé, mais C'est de ça. l'époque, ouais. C'est ça. Et Barbie, il l'a su, ça, cette Non, magouille? non, mais après il est décédé, bien. Bah, après, il a été condamné à perpète, puis il est mort en Condamné, prison puis assez rapidement. Ouais. Il est décédé, ouais. Et là, tu fais combien de temps, alors, sur les 4 ans? Alors sur les 4 ans, avec les remises de peine, j'ai dû faire 3 ans, 2 ans et demi. Et en sortant, tu fais quoi, là, alors? Je sors donc de la prison de Lyon et je me mets au trafic de voitures. Alors à l'époque, il fallait savoir qu'il y avait les cartes bleues, c'était le sabot. Des filles à Paris, parce que je fréquentais toujours Pigalle et tout, tu t'oublies jamais. Quand elles en fauchaient une à un client, avec cette carte, on allait louer une Mercedes. Tu allais chez Hertz, il te passait le sabot, la fille y allait, prenait, et la voiture, elle partait direction le Maroc. Évidemment, vas-y. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute en Espagne. Il fallait y aller, je te le dis. Et on était à Marbella, on est à l'hôtel Skoll à Marbella, et j'étais avec une fille dans l'hôtel, tu vois. Un matin, la porte, elle explose. Bam, la Guardia civile. Par ici, je suis touriste, oui, on va t'expliquer. Là. On va te faire voir du pays. Alors, ouais, on va t'expliquer comment ça fonctionne en Andalousie. Et j'ai dit, mais comment ils nous tombent dessus ici Et ils avaient vu, au garage, les voitures qui avaient des moustiques collés sur les phares, mais pas sur les plaques. Parce que tu changeais les plaques. Changer les plaques pour les amener au Maroc. Et là, je prends 8 ans. 8 piges. Je prends 8 ans. Mais alors, tu sais, là-bas, à l'époque, les peines comptaient le jour et la nuit, c'était... ça te faisait 24 heures. Ça tombait à 4, ça tombait le truc comme ça. Et on est vénard. Parce qu'à l'époque, il y a eu le changement de la Constitution, les machins. Ils virent tous les étrangers qui sont en prison. Et ils te les gracient, quoi. Allez, tout le monde gracié. Donc j'ai fait 1 an. T'en es bien sorti. Entre deux comme ça, j'ai fait 1 an. En Espagne, j'ai rencontré un mec qui s'appelle donc Alain Rey, qui faisait le trafic de chichons avec un voilier. Donc il y a Alain Rey qui est là, il me dit ouais, tu devrais venir et tout, machin, comme ça. Bon, donc je descends à Gibraltar, en sortant de prison. Et à Gibraltar, c'était à l'époque, tu avais des petits bateaux qui faisaient 4 mètres, là, comme ça, avec 2 gros moteurs derrière, tous Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3, qui chargeaient des cigarettes, qui faisaient le tour du rocher, qui arrivaient à la linéa de la Conception, ils jetaient les cigarettes et ils se cassaient. Alors, Gibraltar, il faut expliquer, le rocher, Alors le rocher, c'était anglais. C'est anglais. Et là, les cigarettes, c'est légal. Donc les bateaux étaient chargés, mais c'était légal. Même système qu'Andorre. T'achetais les cigarettes T'achetais les détaxées, cigarettes et tu faisais le tour. tu chargeais ton bateau. Alors, pour expliquer, l'Espagne, le sud de l'Espagne, là, cet Ouais. endroit-là, tu as une bande de terre qui s'appelle la Linéa de la linéa de Concepción. la Concepción. Au bout, il y a le rocher de Gibraltar. C'est ça. Donc, tu chargeais les cigarettes là au rocher. Dans le port, on faisait le tour. Alors des fois, il y avait la douane qui était en face. Mais à l'époque, la douane, ils avaient un gros bateau, tu sais. Alors, le gros bateau, pour qu'ils te poursuivent, tu n'étais pas arrivé. Et il y avait une dizaine d'embarcations qui partaient. Et sur ces 10 embarcations, il y en avait 3 qui étaient chargées, le reste n'était pas chargé. Puis Alain Rey s'est fait tuer sur un chargement de chichon. Il s'est fait tuer au Portugal. On l'a retrouvé mort dans son bateau au Portugal. Lui, il faisait le chichon avec, Ouais, lui, il faisait avec le chichon, Maroc. Et... Le Maroc-Portugal. Maroc-Portugal. Et à l'époque, avec Michel Lazarotto, j'avais fait avec lui, dans le même temps que ça, j'ai fait en Zodiac, Maroc, Portugal, avec du chichon. T'avais combien dessus? Bon, on n'avait pas beaucoup, on avait 100 kilos. C'était vraiment le début du chichon. Il fallait le vendre, tu vois, machin. Mais là, on faisait du transport, tu vois, alors des petits transports comme ça. Là, Ouais, pour les mecs qui trafiquais, toi, tu faisais la logistique. Voilà, le marin. c'était de la logistique, mais ça, c'était le business de Lazarotto, tu vois, c'était pas le mien. Et j'ai fait un peu avec eux, puis après, je suis rentré faire mes trucs à moi, quoi, tu vois. Je descends chez moi dans le sud, là-bas, et puis je repars sur une nouvelle aventure. Le milieu change, tout ça. Je me dis, bon, la plupart des mecs, ils avaient arrêté. Et moi, j'ai une idée. J'avais vu que, tu sais, dans les camions, il y avait pas mal de marchandises qui passaient, et il y avait pas mal d'oseille à faire sans faire de braquage. Dans quel camion? Dans les semi-remorques. Donc, quand je sors, je recrute 2-3 mecs, et j'ai dit, on va taper les semi-remorques. On vole un tracteur, et on allait à l'époque, c'était à Gare au Nord,
Tu avais toutes les remorques qui étaient accrochées comme ça, qui déchargeaient des wagons. Les remorques étaient là, les mecs, ils arrivaient, ils accrochaient, ils partaient. Ben, nous, on faisait pareil, on accrochait, on partait. Oui, parce que le tracteur, donc c'est le camion, en Ouais, fait. c'est le pas camion. un tracteur agricole. Un tracteur routier, quoi. On accrochait, on partait. Alors là, on a pris un peu d'oseille, tu vois. Et puis, je suis parti, quand j'ai calculé qu'il fallait arrêter, ce ne serait pas les biens loin non plus, je suis parti dans le Midi. Et dans le Midi, j'avais quand même quelques biens, tu vois. Une idée me vient, en parlant avec mon père, que mon cousin, à l'époque, avait fait fortune en Afrique. Et j'ai dit, écoute, on va appeler le cousin, parce que moi, ça m'intéresse. J'avais pas trop besoin d'oseille, mais ça m'intéresse. Et j'ai commencé à faire l'Afrique avec des semi-remorques, chargé d'autres véhicules, et je faisais le Sahara. Je traversais tout le Sahara. Donc tu partais de France avec partais de France, Espagne, Maroc, Algérie, Sahara, Mali, les grands convois. Je suis parti avec un camion que j'avais acheté 5000 balles, que j'ai vendu 12 000. Là, tu t'es dit bon plan. J'ai dit bon plan. Et j'ai commencé 2 camions, 3 camions, 10 camions, un machin. Alors je prenais des chauffeurs dans le sud de la France, qui étaient au chômage, machin. Je les faisais venir avec moi. Quand le camion était vendu, je le mettais à l'avion et il rentrait. Pas le camion, mais le chauffeur. Le chauffeur rentrait. Alors le truc qu'il y avait à l'époque, pourquoi? C'est qu'il y avait le franc CFA. Et le franc CFA, il valait le double. Du franc normal. Du franc normal. C'est-à-dire que ce que tu avais acheté en franc français, tu le revendais le même prix là-bas, mais au double, quand tu rentrais, tu avais le double. Oui, quand tu rechangeais, ça te faisait le double. Moi, j'allais à la Banque de France avec le sac Adidas, là. Je mettais tout sur la table, on me donnait l'oseille. On te donnait le double du sac. Voilà, il n'y avait pas de souci. Bon, maintenant, c'est terminé tout ça. Hein. Maintenant, si tu as un billet de 500 balles, on va te demander où tu l'as eu. Hein. Donc ça dure combien de temps, ton histoire histoire a duré camion quelques années, où j'ai bien gagné des sous. Il m'arrive une anecdote quand je faisais l'Afrique. On est dans le désert, et arrivent des 4x4, des pick-up. Les mecs qui sont avec moi, j'ai des Maliens qui venaient me chercher à Tamanrasset pour faire la traversée. C'est compliqué la traversée, tu as 2 endroits, il faut mettre tes plaques, un machin, un truc. C'est un peu compliqué, tu vois. Et je vois arriver des pick-up. Et les mecs, mais putain, les Touaregs, ils vont nous tuer. Ils vont nous prendre les camions et machin. On ne les intéresse pas, nous. Ce qui les intéresse, c'est les mecs des ONG, c'est les mecs à louche. Mais nous, on ne vaut rien, notre vie, elle ne vaut rien. Ah oui, tu veux dire, ils avaient peur d'être pris en otage contre Voilà, rançon. ils avaient peur, c'était des Maliens. Et puis, ils continuent sans s'arrêter, mais ils s'arrêtent à peu près à 300-400 mètres plus haut. Et là, ils nous attendent. Je dis, écoute, arrêtez de me dire qu'ils nous attendent. Je décroche un camion, blam, je décroche un tracteur, et je vais vers eux. Et quand j'arrive, je vois qu'il y a le premier 4x4, il a le capot levé. Et j'arrive à côté comme ça, et je dis, salam alaikum. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que ça les gêne, tu vois. Et, le Français, il nous a vus. J'ai dit, moi, je peux te réparer si tu veux. J'ai tout ce qu'il faut dans le camion pour te réparer. Il avait un trou au radiateur, il perdait l'eau, ils n'avaient plus d'eau, machin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces gens-là. Et ces gens-là, alors, c'était pas des terroristes ils tuaient pas les gens comme ça. Eux, ils voulaient, tu sais, c'est les Touaregs qui voulaient l'indépendance de l'Azawad. Du Sahara. Du Sahara, c'est à eux, ils demandent rien, et qu'on leur demande rien. C'est ce qu'ils voulaient. J'ai dit, écoute, moi, si tu veux, au prochain voyage, moi, des véhicules comme vous avez, moi, je peux vous amener plein de pièces comme ça. Parce que j'ai un copain qui a une casse, et il en a plein. Donc, j'achèterai là-bas, je vous les amènerai. Le mec, il n'y croit pas, tu vois. Tu sais, les paroles de désert, ça reste dans le désert, hein, tu vois. Et il me donne une adresse à Agadez. Effectivement, quand je reviens, j'arrive à Agadez, je vais à l'adresse. Et le mec, il est là. Avec tes pièces. Avec mes pièces. Et là, le mec, il me demande un truc. Il me dit, écoute, tu es quelqu'un de parole. Tu sais, nous, on n'est pas des gens qui tuent les gens comme ça, tu l'as vu, on n'est pas là, mais on a besoin, si tu peux nous aider. J'ai t'aider comment? Il me dit, voilà, chaque fois que tu viens, à Tamanrasset, il y aura des gens là-bas, ils vont te mettre des choses dans les camions. Des bidons d'essence, des bidons de tas de trucs, tu vois. Et on t'attendra aux dunes de Laouni. Dune de Laouni, c'est un endroit au milieu du désert, où c'est des dunes, il y a des rochers, c'est très difficile à passer, et tu nous donneras les affaires là. Alors j'en parle à mes mecs et tout, mais ils ne sont pas trop d'accord, machin. Devine. J'ai dit, mais les gars, je vais vous expliquer, si on ne fait pas ça, on ne passera plus là. Oui, forcément. Donc on a fait ça, puis nous on passait. Jusqu'au jour où à Samaka, j'arrive à la frontière du Niger, puis l'armée qui nous tombe dessus, et il dit, bon, vous êtes partis de Tamanrasset avec des bidons sur les camions. On ne sait pas ce que vous avez porté des choses. J'ai dit oui, on a acheté de l'essence, tout ça pour revendre. Mais on a été attaqué par les Touaregs, ils nous ont tout pris. Du coup, je ne suis plus jamais repassé. Oui, m'étonne. Parce que là, tu disparais dans les sables du Ténéré, là-bas. Tu ne vas pas faire la garde à vue, là. Ouais, là, tu vois. Et entre-temps, avec toutes ces affaires où j'ai gagné beaucoup d'argent, et un jour, pour l'anecdote,
Je suis à Château-Renard, chez moi, dans un bar, comme ça, il y a un black qui est là. Et je dis à la patronne, je dis, bon, demain on part au Bénin. Parce que j'avais ma société au Bénin, j'avais monté une société au Bénin. Et le black, il dit, tu vas au Bénin? Ben, mon cousin, c'est le président de la République. Alors, je dis, écoute. Ouais. Je dis, tu veux boire un coup, je te paye un coup. non, je dis, appelle-le. Il me dit, j'ai pas d'argent. Je dis, ben, appelle-le. Il me dit, ben, je l'appelle. Il l'appelle, et effectivement, il a le président de la République direct. Il lui dit, ouais, il y a des Blancs qui sont là, ils vont au Bénin, ils vont vendre des camions, comme ça, comme ça. Et le président, il dit, donne-leur le numéro de téléphone, dis-moi quand ils arrivent. Et à l'époque, le Sahara était fermé, parce qu'il y avait le truc islamique, là, le FIS, Ah oui, Front islamique du salut. Donc on ne pouvait plus traverser le Sahara. Donc les camions, ils partaient de Marseille, Cotonou. Et moi, j'avais un avion de location, un Beechcraft, et je descendais en avion, récupérer mes camions. Toi, tu pilotais? Non, c'est là que j'ai commencé à apprendre à piloter. Ah, d'accord. Et je dis au président là-bas, il y a quand même des choses à faire ici en Afrique. Il me dit, en Afrique, il n'y a plus rien à faire. J'ai dit, moi je sais qu'il y a quelque chose à faire. J'ai dit, regarde, tu as les Libanais, ils amènent 1000 voitures par mois pour les payer enclavés à côté. Mais ils ne payent rien là. Ils passent sur ton territoire, ils ne payent rien. Est-ce qu'ils arrivent par le port de Cotonou Voilà. pour après aller dans les autres pays où il y a et ils pas- vont vendre là-bas. J'ai dit, non, on va leur mettre le contrôle technique. Et là, il me dit, toi, tu es un génie, toi. On va monter le contrôle technique. Et je monte le contrôle technique sur le port de Cotonou. Oui, tu as une forme de péage, quoi. Un péage. C'est-à-dire que s'ils ont les pneus lisses, ben c'est nous qu'on les vend, tu vois, je veux dire. Donc c'était un bon truc. Il n'y a pas la révolution, ni c'est Soglu, il se fait virer. Et c'est Kirikou qui a repris la place, qui était l'ancien. Et après, je suis parti, voilà, ainsi de suite. Terminado le business. Voilà. Après, j'ai fait un peu par la Mauritanie, avec le Mali, tout ça. Ben, c'était beaucoup plus compliqué, tu vois, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'était un gros business où on gagnait beaucoup d'argent. Et puis est arrivée la rencontre du fils d'un ami à moi de l'imprévu de l'époque, qui était là. Son fils avait fait des mauvaises affaires, ils étaient partis en Thaïlande, là-bas, chercher de l'héroïne, tout ça. Bon, ils se sont fait bananer. Par contre, ils avaient vendu la maison pour faire des sous, pour aller acheter la marchandise. Et là, ils ont tout perdu. Et ils viennent me voir, ils me disent, ah, Pierrot, toi, le Maroc, tu connais, ta femme est marocaine, tu connais le truc, il faudrait que tu peux voir et tout. J'ai dit, bon, écoutez, qui c'est qui finance, je leur avais dit. Tu peux voir quoi? Chichon à l'époque. Alors là, c'est quoi? C'est à la fin des années 80? Ouais, ça c'est 80, ouais, fin des années 80, le Chichon. Donc Et le hashish il me dit, on a un pilote d'avion. d'avion. J'ai dit, mais attends, tu vas pas aller là-bas, atterrir et puis repartir. J'ai dit, il faut le faire clandestinement. Alors j'ai dit, bon, écoutez, moi je vais aller voir et puis je vous dirai si on fait ou si on ne fait pas. Et c'est là que j'ai préparé là-bas, dans le désert, des pistes d'atterrissage et on faisait le voyage. Alors en gros, Voilà. qui c'est qui allait acheter le hashish? Comment ça marchait Alors, votre histoire là? Alors Au Maroc. moi j'étais allé, comme toi tu connais très bien le Rif, j'étais allé dans le Rif, et puis à l'époque ils n'avaient pas beaucoup d'oseille à mettre. Et j'avais réussi à avoir un crédit, maintenant c'est fini ça. Donc on a commencé à faire les premiers tours, et puis les payer, ainsi de suite, ainsi de suite. Au Alors bout d'un comment ça moment, marchait? Vous chargez excuse-moi de te couper, vous chargez l'avion? alors l'avion, moi j'étais dans le désert au début, parce que j'étais pas encore pilote. Après j'ai été pilote. L'avion il partait d'ici, pour noyer le poisson, il partait au Portugal, aux Canaries, au sud marocain, et il remontait par la Corse, ce qui est l'opposé de la route de la drogue. Donc c'était du roudoudou, quoi. L'avion, c'était quoi? Vous mettiez combien dans cet avion? 250 kilos. C'était un petit avion de tourisme, c'est ça, non? Ouais, c'était à 4 places. Là, ouais. Alors, il y avait une histoire d'autonomie aussi. Il fallait donc ravitailler dans le désert, à l'endroit où on chargeait, parce que moi je faisais porter la marchandise dans le désert, on l'enterrait là-bas en attendant que l'avion, c'était compliqué, il n'y avait pas le téléphone, hein. Il fallait aller à la ville d'à côté, téléphoner, attendre, revenir, tomber aux bonnes heures et tout ça. Donc vous enterriez la marchandise, J'enterrais le la temps que le marchandise. truc arrive. Quand l'avion arrivait, moi j'étais sur place, j'avais déterré la marchandise, je chargeais, l'avion repartait. Et on avait Direction la Corse. direction la Corse. Et après direction chez moi, hein, Avignon. Hein. Et Voilà. comment vous faites? La Corse en avion? Corse en avion, et après bateau. Et donc. Et vous vendiez ça où? Moi, à Marseille, dans les cités. C'était vraiment. À l'époque, il n'y avait que ça, il n'y avait pas la bœuf. La bœuf, ça n'existait pas. Donc c'était quoi, les quartiers nord à l'époque? Ouais, les déjà quartiers nord, ouais, partout. Au bout d'un moment, moi j'ai dit, bon, maintenant on va faire les comptes un peu, ça fait tant de voyages qu'on fait, là, et on n'a pas d'oseille. C'est bien beau, on vit dans les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, des machins. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les mecs, ils avaient des téléphones, tu sais, les matras. Les Radiocom ça 2000 en valise. Ça coûtait 3 tonnes à fin de mois, tu vois. Là, j'ai dit, on va arrêter. Et on a eu quand même un accrochage là-bas. L'avion qui était parti, il a été intercepté à Oujda, Ok, au Maroc. au Maroc,
parce qu'il y a quelqu'un qui avait vu atterrir l'avion dans le désert. Il était allé voir les gendarmes de là-bas. En disant, il y a un avion qui est tombé dans le désert. Alors, eux, ils regardent les avions qui ont traversé, tout, personne n'est tombé. Mais le gars, le berger, il insiste. Il dit, moi, j'ai vu l'avion tomber dans le désert. Donc, ils vont quand même là-bas, ils vont voir sur place. Et là, ils voient les roues de l'avion. Ils voient les routes et les traces. Parce que là, ça ne s'efface pas. Les traces de l'avion, les traces des voitures et tout ça, tu vois. Et donc, à un voyage, l'avion, il a intercepté à Oujda. Le pilote était tout seul dedans. Moi, je ne vois pas l'avion arriver, je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est? Il est tombé, qu'est-ce qu'il y a eu? J'appelle en France, machin. Pas d'avion. Je dis, bon, je vais aller voir à Oujda. Et je vais à Oujda, et qu'est-ce que je vois? L'avion dans le garage, les cales, le machin. J'appelle en France, je dis, bon, le mec, il est marrant. Hein. Et le mec, il était chargé, l'avion là? Non, il n'était pas chargé. Ouais, c'était à l'aller, quand il venait te retrouver. Et on est vénard, parce qu'on avait changé d'avion. On avait pris un avion beaucoup plus gros. Il fallait le chercher, le mec. Hein. Les gars qui étaient avec moi disent, non, mais nous, on s'en fout, le mec, on ne le connaît pas, c'est un pilote, machin. Je dis, non, mais s'il nous balance, il ne faudra pas dire que c'est une balance. Il aura fait son travail. Je dis, moi, je vais le chercher. Et je vais là-bas, j'arrive à la police, machin, bonjour, machin. Mon avion, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, ah ouais, viens par ici, machin. Je leur explique que l'avion, moi, je m'en sers pour faire, à l'époque, je faisais les rallyes, je faisais le Paris-Dakar, je faisais tout ça, tu vois. Et j'ai dit, moi, c'est pour faire des repérages sur les pistes, pour savoir les montagnes, des trucs comme ça, pour bien savoir où je peux passer. Ça passe crème, on récupère le mec, et là, on arrête. Il t'a dit, bon là c'est chaud, on laisse tomber. Là, on gagne pas une thune, l'avion il est arrêté. On gagne pas une thune, l'avion est arrêté. C'est bon, on arrête tout là. Bon, j'ai fait des rallyes. J'ai fait le Paris-Dakar, j'ai fait le rallye de Tunisie, le rallye de l'Atlas. À force de faire la route. À force de faire la route, tu vois, je connais tout ça, tu vois. Et j'ai fait une belle carrière en pilote. Entre deux... Ouais, en même temps que quand il y avait un creux entre deux trucs et il y avait un rallye, j'étais inscrit, boum, je prenais, boum, j'y allais. Et on rentre, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, moi, le chichon, c'est bon, ça, on ne gagne rien. Et il y en a un qui dit, mais moi, j'ai une idée, et si on n'achetait pas des cigarettes à Andorre? Frontière franco-espagnole. Je dis, pourquoi pas? Allez, on va voir. Parce que les cigarettes, elles sont détaxées à Andorre, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, en Andorre. Alors à l'époque, la cartouche, ça coûtait 20 balles, et ici, ça coûtait 80. Donc on attaque, on commence avec une voiture, machin. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, la douane, c'était une passoire. Au moment de la relève, tu avais une heure où il n'y avait personne, tu vois. Et on passait. Et puis d'une voiture, on est arrivé à faire 3, 4, 5 voitures chargées, mais chargées jusqu'en haut, là. Combien tu mettais de cartons, de cartouches? 10 cartons de 50 par voiture. 500 cartouches fois 10 bagnoles, 5000 cartouches. Ouais, et on gagnait quand même 20 balles par cartouche. T'imagines ce que ça fait? Ouais, est-ce que tu les revendais 40 Ah ouais, ça se vendait roudoudou. J'avais plein de gens à Marseille qui le revendaient, tac, tu vois. Ouais, tu leur livrais des cartons et ça partait. Pareil, dans les cités, tu vois, partout. Et puis, ça a duré pas mal d'années, jusqu'à ce que ça pète. Comment ça pète votre histoire? Sur un coup de balançage. On n'a jamais su trop comment ils sont arrivés à nous. Ils se sont mis sur nous pendant 1 an et demi quand même. Et nous, on avait des voitures à l'époque qui étaient équipées de radio-téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le téléphone. Oui, il n'y a pas le portable. Il n'y a pas de portable. Mais nous, toutes nos voitures, elles avaient un radio-téléphone. C'est-à-dire que c'était caché dans le tableau de bord, tu ne voyais rien. Tu n'avais qu'à appuyer sur un bouton et faire comme l'appel de phare, mais ça ne faisait pas l'appel de phare. Tu parlais comme dans un talkie-walkie. Et donc, on faisait des convois comme ça. Ils sont là, la voiture se garait, ils passaient. Tu vois, c'était le jeu du chat et de la souris. Du chat et de la souris. Et puis, c'était pas pénal, jusqu'à ce que ça tombe pénal. Oui, là, c'était administratif. C'était administratif. Tu te faisais prendre, tu avais une amende, et c'était tout, tu repartais. Jusqu'à ce que ça tombe pénal. Mais là, quand ils m'ont pété... C'est en quelle année là, que ça tombe pénal? Alors, moi, quand je suis tombé la dernière fois pour ça, c'était en 2008. J'ai pris 4 ans en première instance, plus 2 ans à la cour d'appel d'Aix. J'ai pris 6 ans pour ça. Avant que tu te fasses claquer, là, vous faites ça pendant combien de temps là? Ah, on a fait ça quelques années. Et vous aviez quoi? Un système d'ouvreuse? Enfin, voilà, voiture ouvreuse. Délaye un peu. Voilà. Voiture ouvreuse, on avait les voitures ouvreuses, radio-téléphone. Il y a les poulets, on se garait jusqu'à ce qu'ils bougent. Et on y allait. Mais à l'époque, ils étaient moins équipés que maintenant. Et on arrivait à faire des voyages. Vous y alliez tous les combien à Andorre? Ah, on montait 2 fois par semaine.
Ah oui, c'était intense. Hein. On ne dormait plus, hein. C'était intense. Mais la monnaie, elle tombait comme ça. Hein. Et les commerçants en dehors, ils vous vendaient ça comme ça librement? Parce que c'est libre. légal là-bas. Alors c'était libre, là. T'allais au supermarché, 20 cartons. Et la police d'Andorre te disait rien. Tant que tu étais en Andorre, tu pouvais ils ne te balançaient pas aux tout. Français en disant il y a des mecs qui n'arrêtent pas d'acheter des cartons. Ça c'est une légende, ça que les mecs balancent, c'est une légende. Non. Eux, ça favorisait le commerce local. Donc, Attends, ils ont fait fortune comme ça avec les cigarettes. Alors ça, tu tombes encore en 2008, c'est ça? Ouais, c'est en 2008. Et donc, tu prends les 6 ans, ouais. Tu sors donc, tu fais combien sur les 6? J'ai fait 6, je suis sorti, j'ai fait 6 ans pratiquement. 6 ans plein presque? Ouais, pratiquement, hein. Parce que moi je veux pas de réduction, je veux pas de bracelet, je veux rien, je sors parce que je sais que le lendemain je continue. Conditionnel, j'en veux pas. Donc 2014, en gros, tu es dehors. Et j'ai continué, moi, après, avec les Italiens. Je rencontre un gars qui me dit, à Nice, les Italiens, ils ont des cigarettes et tout ça. J'ai dit, moi, ça m'intéresse, mais bon, les Italiens, j'ai pas trop confiance, tu vois. T'amènes un camion de cigarettes, autant c'est des cajots qu'il y a dedans, tu vois. Je sais pas. Et je dis au mec, moi, je veux 50 cartons. J'y viens, je les paye. Et le mec, pour se faire mousser aux autres, il dit, l'autre, il veut 500 cartons. Les Italiens arrivent, une voiture italienne, des mecs dedans, vraiment à l'ancienne, tu vois. Là, le camion, les mecs, ils commencent à décharger. J'ai dit, moi, 50, c'est bon, ça me suffit. Alors, le mec commence à se fâcher, il me dit, t'as demandé 500. J'ai dit, non, moi, j'ai demandé 50, demande à lui. C'est lui qui t'a dit 500, c'est pas moi. Hein. Et il s'embrouille un peu. Et puis, je fais faire la traduction, il y en a un qui parlait un peu. J'ai dit, écoute, il me dit, ouais, on va à Grenoble, puis on reviendra. J'ai dit, non, écoute, ne va pas à Grenoble, j'ai dit, décharge tout ici, hein, c'est l'entrepôt, tu décharges tout ici, et tu vas à Grenoble. J'ai dit, parce qu'à cette heure-là, si tu pars avec ta voiture, ton camion à Grenoble, tu vas en prison. Hein. Avec vos têtes? Tu vas en prison, tu arrives au péage là-bas, t'es mort. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est ce qui s'est passé. Toi, t'étais où, ton hangar, ton entrepôt? Chez moi, Château-Renard, Avignon. Ah oui, c'est là que tu les rencontrais? C'est là où j'ai fait venir ce fameux camion. Le temps passe, moi j'arrive, je vois mes cartons, machin, tout là. Putain, et puis je vois personne revenir. Il y a ces cartons qui sont là, je vais les vendre, c'est pareil. Je les vends, je vends tous les cartons, j'ai l'argent avec moi. Et puis je vois personne. 2 mois après, il n'y a toujours personne. Et puis tout d'un coup, il y a le vieux qui était là. Il était venu, donc là-bas, ils sont tous rentrés en prison. Et le vieux, il ne connaissait pas l'adresse. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ce vieux, parce que... Ce vieux, c'était le patron. Raconte-moi, quand ils arrivent avec la bagnole et le camion, il y a un vieux. Il y a ce vieux qui est là, qui est machin comme ça. Mais le vieux, il n'a pas été arrêté là-bas, ils l'ont laissé partir le vieux. Il était vieux, ils l'ont laissé partir. Mais lui, il ne connaissait pas l'adresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une carte, et puis en voiture, ils ont fait toute la région pour retrouver l'endroit. Pareil, pour trouver le fameux entrepôt. Pour trouver l'entrepôt. Et là, le gars de l'entrepôt m'appelle, il me dit, Pierrot, il y a les mecs, ils sont venus là. Qu'est-ce que je dis, moi? Ils reviennent à 5 heures. À 5 heures, je serai là. Hein. À 5 heures, je viens. Et le vieux, il me dit même pas bonjour, il y a les cartons. J'ai dit, il n'y a pas les cartons, il y a l'argent. Et là, après, il m'a envoyé directement les camions d'Italie. Il me les a envoyés là directement. Et ça s'est arrêté d'un coup, j'ai plus entendu parler d'eux. Alors je pense qu'ils se sont fait péter là-bas. C'était qui ces Italiens là? Écoute, franchement, honnêtement, ça faisait partie vraiment de la mafia. C'est quoi, des Napolitains? Ouais, le vieux, c'était vraiment un mec de la mafia. Ouais, parce que les spécialistes des cigarettes en Italie, c'est les Napolitains, les mecs de la Camorra. Voilà, c'est les mecs d'en bas, quoi. C'est eux qui sont spécialisés. Après, ils ne te disent pas d'où ils viennent, ni ce qu'ils font non plus. Ni leur nom, ni leur adresse. J'ai dit à mon pote, écoute, c'est fini les cigarettes, hein, maintenant, il faut qu'on fasse autre chose. J'ai dit, on va faire la bœuf. Alors la bœuf, on l'a vendue en Suisse. Ah, tu l'as acheté où surtout la bœuf? À Barcelone. On a acheté la bœuf là-bas et on l'a ramenée dans des camions avec des doubles fonds. T'as acheté par combien? On a acheté par 20, 30 kilos, tu vois, au départ, tu vois. On a commencé petit, tu vois. Et puis un jour, mon pote, il se fait péter avec le camion. Bêtement, les motards le serrent, machin, il fouille, bon, ça sent la bœuf, marron. Et mon pote, il me dit, moi, j'arrête. C'est fini. Et il prend 18 mois. Et là, me vient l'idée. Je dis, moi, je continue seul, mais là, me vient l'idée. J'ai fait des doublettes avec les voitures de Vinci Autoroute. J'avais 4 voitures différentes. Alors, Vinci Autoroute, donc c'est les gestionnaires d'autoroute. Les gestionnaires d'autoroute, les voitures jaunes, là, tu sais, avec les gyrophares, les machins. Alors, moi, j'avais monté ça. Et en avant, Guingamp. Donc, tu avais des bagnoles jaunes comme ça, avec les stickers et tout ça, les autocollants, tout. Je mettais le truc... le chasuble jaune. Le chasuble et tout. J'arrivais à la frontière, ils me faisaient salut, je passais. Je leur mettais un coup de gyrophare, tout, et puis je passais.
Ça a duré 4 ans et demi. Ah, quand même. Alors, tu faisais à quelle fréquence Là, aussi là la bœuf, c'était à peu près 150 kilos par mois, Ah oui, ça devenait pas mal, là. Ouais. à 5 000 € le kilo, Ouais. Toi, tu le touchais combien 3 000. Ouais, donc 2000 par 150 tous les mois. Ça fait Ouais. 300 000 € quand même. Bon, moins les frais, j'imagine. Moi, les frais, moi, les trucs, moi, les hôtels, qui avaient 5 étoiles, les machins, t'enlèves. Il te restait 100, 120. Et ça, tu vendais ça à qui, alors, tu me dis? Alors là, j'avais rencontré, mais alors très longtemps à l'avance, j'avais rencontré quelqu'un, un petit jeune qui était tombé pour du chichon, là, un Suisse. Je l'avais rencontré à Villeneuve-les-Maguelones, Oui, la prison de Montpellier. prison de Montpellier, où j'ai fait 2 ans, 2 ans à Tarascon, 2 ans à Avignon, tu vois, 2, 4, 6. Tu vois. Ah oui, sur tes 6 ans de Sur mes cigarettes, 6 ans. là. J'avais rencontré ce petit jeune et j'ai dit, ah, mais tu sais, moi j'ai l'intention de faire ça comme ça, laisse-moi ton téléphone, machin. Et quand je sors, je l'appelle. Ah, elle me dit, ah, ça me fait plaisir, machin, comme ça. Et j'y monte 3 kilos. J'ai dit, tiens, essaye de vendre ça. Tu penses, le mec, il le vend tout de suite, tu vois. Et petit à petit, il est monté à des sommets. Oui. Il est inimaginables. passé du détail au gros. Du détail au gros, tu vois. Donc 4 ans et demi de Vinci Autoroute. Ouais. Mais les mecs, ils n'avaient pas marre de devoir passer à la douane avec ton Alors, gyrophare en disant... Alors, je t'explique pourquoi j'ai arrêté. Parce que, tu sais, on fait tous des fautes. C'était tellement facile qu'un jour, j'ai garé la voiture devant chez moi. Et à mon voisin, il me dit, Pierrot, à 3 h du matin, il y avait des flics qui étaient chez toi. Et je sais pas, ils étaient autour de la voiture. Tu devrais te méfier. J'ai dit, bon, ça va, je suis mort. J'ai été balancé, je suis mort. Parce qu'après, je prenais plus de précautions, tu vois, c'était tellement facile. Et j'ai un gros voyage à faire en Espagne. J'arrive en Espagne, je dis au mec, écoute, ça va pas le faire, quand je rentre, je me fais péter. Il me dit, non, mais tu déconnes. J'ai dit, non, quand je rentre, je me fais péter. Effectivement, j'arrive à la frontière, j'ai rien. J'arrive avec la voiture à la frontière, je regarde la douane, je vois 2 mecs qui sortent, je surveille, ils montent dans une voiture, puis hop, ils viennent se mettre derrière moi. J'ai dit, bon, c'est mort, tu vois. J'arrive en bas au péage, écoute, il y a un arbre de Noël, là. Des feux qui clignotent de partout, et ils me pètent là. Mais il n'y a rien. T'es pas kamikaze, t'avais pas chargé, sachant que... bon. Il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont saisi la voiture. Ouais. D'où, Mais- monsieur, vous travaillez chez Vinci, Ouais, mais non? pourquoi t'as ça? J'ai dit, pour pas être emmerdé. Il n'y a rien qui m'a... Voilà. Moi, je l'ai acheté, voilà. C'est vrai, je l'avais acheté, elle était déjà floquée. Mais elle n'était pas floquée Vinci Autoroute. Moi, j'ai fait faire du flocage Vinci Autoroute. Et donc là, du coup, t'as arrêté. Voilà, on va dire, un joker. Non, j'ai arrêté, ça j'ai arrêté. J'ai monté une affaire de location de 4x4 pour le Maroc, tu vois. Toi, Pierrot, t'as fait combien en tout? Raconte-nous un peu. 20 ans. T'as fait 20 ans de prison? Ouais. Mais moi, la prison, je la regrette pas. Moi, j'ai fait des très belles rencontres. Si c'est à refaire, je signe de suite. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci, Pierrot, de toutes ces aventures, hein, l'Afrique, l'Espagne, les cigarettes, Andorre. Puis on a bien balayé, là. On a bien balayé. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Et puis, si vous voulez nous contacter pour prendre place dans le fauteuil de Pierrot, eh ben, vous tapez sur le petit lien qui s'affiche en dessous. Merci.